years since the Antarctic became accessible, entire new fields of exploration have opened to science. Researchers flock here from Europe, Asia, and the Americas. Antarctique, décembre 1946. L'océan austral est relativement calme, mais sous cette tranquillité, quelque chose se déplace. 4700 hommes à bord, 13 navires de guerre, 33 aéronefs, un budget de 90 millions de dollars de 1946, ce qui équivaut à plus d'1 milliard en termes actuels, et une mission qui, sur le papier, était d'entraînement et de cartographie. Nous étudions depuis des décennies des opérations militaires classifiées et, lorsque nous analysons la structure, l'échelle et le contexte, une question s'impose immédiatement. Pour faire des cartes? Non. Cela n'explique pas un porte-avions léger, des destroyers d'escorte, des sous-marins, des brise-glaces, des pétroliers et des chasseurs vétérans du Pacifique déployés simultanément dans le coin le plus reculé de la planète, 18 mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre la véritable ampleur de ce qui a été mobilisé, il faut le comparer à d'autres opérations de l'époque. L'opération Overlord, le débarquement en Normandie, fut la plus grande opération militaire de l'histoire jusqu'à ce moment-là. High Jump n'avait pas cette échelle numérique, mais son ratio de ressources par objectif déclaré n'a pas d'équivalent dans l'histoire des expéditions scientifiques. Lorsqu'un gouvernement dépense l'équivalent d'1 milliard de dollars actuels pour cartographier un continent qu'il savait déjà glacé, il convient de se demander ce qu'il cherchait d'autre. L'opération High Jump fut approuvée en septembre 1946 et commença à être exécutée en décembre de la même année. À sa tête se trouvait l'amiral Richard Byrd, explorateur polaire légendaire, vétéran des expéditions antarctiques depuis les années 20, homme ayant un accès direct à l'état-major interarmé. Byrd avait parcouru le continent glacé plus que tout autre officier vivant à ce moment-là. Il avait survolé le pôle Sud en 1929. Il connaissait ce territoire comme aucun autre officier en service actif. Il savait ce qui s'y trouvait, et cela, comme nous le verrons, peut être exactement le problème. La Task Force 68 quitta Norfolk, Virginie, le 2 décembre 1946. Sa destination déclarée, la terre de la Reine Maude, une bande côtière antarctique à peine cartographiée sur les cartes occidentales. La traversée traversa les mers australes caractérisées par des courants circumpolaires continus et des vagues pouvant atteindre 12 mètres. À bord, les températures descendirent jusqu'à moins 30 degrés avec accumulation de glace sur les armements et les aéronefs. De multiples cas de gelure furent enregistrés parmi le personnel non acclimaté. En janvier 1947, la flotte atteignit la côte cible. Ce que nous savons avec certitude est ceci. 16 semaines après le départ, l'opération fut annulée de manière abrupte. La flotte se replia avec une rapidité inhabituelle, laissant derrière elle des matériaux, du carburant et des bases temporaires sans les démanteler. Byrd revint hospitalisé. Le silence s'imposa comme protocole. Et dans les décennies suivantes, les documents qui devaient expliquer ce qui s'était passé restèrent pour la plupart classifiés. Avant de nous plonger dans ce qui s'est passé pendant l'opération, nous devons comprendre ce que l'Allemagne avait trouvé dans la même région à peine une décennie plus tôt, car il existe un lien que le récit officiel n'a jamais voulu examiner honnêtement. Et ce lien commence dans les chantiers navals de Hambourg à l'été 1938. L'expédition de 1938 est la Neuschwabenland. Lors de l'été austral 1938 à 1939, le Troisième Reich organisa une expédition antarctique d'une ampleur inhabituelle pour une puissance continentale qui n'avait jamais eu de tradition d'exploration polaire. Le navire catapulte Schwabenland, un vaisseau de la compagnie Lufthansa adapté pour lancer des hydravions à longue distance, transporta une expédition complète de scientifiques, cartographes et militaires en terre de la Reine Maude, qu'ils rebaptisèrent Neuschwabenland, c'est-à-dire Nouvelle-Souabe. L'objectif déclaré était de revendiquer la souveraineté sur ce territoire au nom du Reich, en partie motivé par la rivalité avec la Norvège, qui avait revendiqué la même région en 1939. La décision du Reich d'investir des ressources considérables dans une expédition polaire en pleine phase de réarmement accéléré est, pour le moins, difficile à justifier uniquement pour des raisons de prestige national. En pratique, les équipes allemandes cartographièrent avec un détail remarquable une région que aucun autre pays n'avait relevée systématiquement.
Les vols de reconnaissance au-dessus de l'intérieur révélèrent quelque chose que les rapports de l'époque enregistrèrent avec perplexité. Des chaînes de montagnes, dépourvues de glace, des vallées thermiquement actives avec des températures mesurables au-dessus du point de congélation et des formations géologiques qui ne correspondaient pas au modèle d'un continent entièrement glacé alors admis. Les géologues de l'expédition identifièrent également des indicateurs d'activité géothermique subglaciaire, des sources de chaleur endogènes capables de maintenir des espaces habitables à grande profondeur sous la glace. Ces cartes allemandes de 1938 sont importantes pour une raison concrète et vérifiable. Elles existent, sont réelles, et elles indiquaient des zones spécifiques de la terre de la Reine Maude avec des annotations signalant des cavités visibles depuis les airs. Lorsque la Task Force 68 arriva en 1947, les pilotes de reconnaissance avaient à bord ces mêmes cartes. Ce n'est pas de la spéculation, c'est documenté dans les documents partiellement déclassifiés de l'opération. Le premier objectif assigné aux vols photographiques les plus profonds était exactement la zone que les Allemands avaient signalée 9 ans plus tôt. Ce qui s'est passé après la fin de la guerre ajoute une couche supplémentaire au problème. En juillet et août 1945, 2 sous-marins du Troisième Reich, l'U-530 et l'U-977, se rendirent en Argentine semaines et mois après la capitulation officielle allemande. Leurs journaux de bord étaient incomplets. Leurs commandants, l'Oberleutnant Otto Wermuth et l'Oberleutnant Heinz Schäfer respectivement, évitèrent d'expliquer leurs mouvements durant cette période. Schäfer en particulier fut soumis à un interrogatoire prolongé par les services de renseignement naval américains et britanniques. Ces déclarations publiques ultérieures restèrent vagues sur les points qui intéressaient le plus les analystes. On parla de cargaisons spéciales, de passagers non identifiés, de routes traversant l'Atlantique Sud vers des latitudes extrêmes. Rien ne fut confirmé, ni réfuté de manière convaincante. Ce vide documentaire est ce qui alimente ce que l'on connaît sous le nom de légende de la base 211, le supposé refuge souterrain que le Reich aurait établi en Antarctique avant l'effondrement du front. La question que nous devons poser n'est pas de savoir si cette base a existé telle que décrite par les versions les plus extrêmes, mais quelque chose de plus précis. Que savait l'Allemagne sur cette région qui justifiait un intérêt stratégique aussi important et que trouva les États-Unis en suivant exactement ses traces? Il existe un élément supplémentaire rarement mentionné dans les analyses populaires. L'expédition allemande de 1938 fut partiellement financée par le ministère de l'Aviation du Reich et non par le ministère des Sciences ou un organisme géographique. Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe, supervisa personnellement l'approbation du budget. Une expédition scientifique financée par le ministère de l'Aviation d'une puissance en pleine réorganisation militaire. Ce petit détail en dit long sur les véritables priorités de cette mission. L'opération Paperclip est la connaissance interdite. Dans les mois qui ont suivi la reddition allemande, les services de renseignement américains ont lancé une opération de recrutement scientifique sans précédent. L'opération Paperclip est principalement connue pour avoir fait venir aux États-Unis Werner von Braun et son équipe de fusées de Peenemünde. C'est la partie visible de l'iceberg. Entre 1945 et 1959, plus de 1600 scientifiques et techniciens allemands ont été recrutés, transférés et employés par le gouvernement américain. Une proportion significative d'entre eux provenait de projets expérimentaux qui n'avaient jamais atteint le front, dont les archives avaient été détruites, évacuées ou simplement jamais récupérées. Certains avaient travaillé dans des installations souterraines démontées avec une extrême rapidité dans les derniers mois du conflit. D'autres affirmaient avoir travaillé sur des programmes annulés avant la fin de la guerre dont les archives physiques n'avaient été récupérées par aucune puissance alliée. Lors des interrogatoires classifiés qui ont suivi leur capture, plusieurs de ces scientifiques ont décrit des principes physiques qui ne figuraient dans aucun manuel occidental ni soviétique. Ils ne parlaient pas d'améliorations incrémentales de la technologie existante, mais d'approches radicalement différentes. Génération de sustentation sans ailes, contrôle du mouvement sans surface aérodynamique, propulsion sans combustion conventionnelle. Les interrogateurs de l'OSS qui ont pris ces déclarations étaient des ingénieurs ayant une formation universitaire avancée. Ils n'étaient pas facilement impressionnables. Et plusieurs de ces rapports d'interrogatoire restent classifiés à ce jour.
Un de ces noms est Victor Schauberger, ingénieur autodidacte autrichien qui avait développé des systèmes basés sur la dynamique des vortex, l'implosion et la génération de vide. Schauberger était une figure hétérodoxe dans le monde scientifique allemand de l'époque, mais il avait obtenu des résultats mesurables dans des prototypes à petite échelle que d'autres ingénieurs ne pouvaient expliquer dans le cadre théorique dominant. Ces conceptions n'utilisaient ni explosion ni poussée réactive. Elles exploraient l'idée que le mouvement pouvait être généré en réduisant la pression plutôt qu'en l'augmentant, un concept contraire à toute ingénierie aéronautique conventionnelle. Les techniciens américains qui ont examiné ces prototypes sont arrivés à une conclusion inconfortable. Ils ne pouvaient pas les reproduire. Non par manque de matériaux, mais parce que les principes sous-jacents n'étaient pas pleinement compris. En 1958, Schauberger a été transféré au Texas pour collaborer avec un consortium privé dans le cadre de contrats militaires non publiquement identifiés. Il y est resté plusieurs mois. Il est retourné en Autriche malade, sans ressources, affirmant que tous ses plans avaient été confisqués et que son travail avait été utilisé sans son consentement. Il est mort la même année, en septembre 1958, 5 jours après son retour en Autriche. Les circonstances de sa détérioration physique pendant cette période n'ont jamais été examinées de manière indépendante. Un autre cas pertinent est celui de l'ingénieur aéronautique Richard Mieth, interrogé par l'OSS en 1947. Mieth a décrit des programmes allemands liés à des véhicules discoïdaux à sustentation électromagnétique développés dans des installations souterraines près de Breslau. Selon son témoignage, plusieurs prototypes avaient été testés avec un succès limité avant l'effondrement du Reich. Il a remis des plans, des mémoires techniques et des descriptions de vol. Tout le matériel a été immédiatement classifié. Aucune réfutation technique publique n'a été émise, mais la faisabilité de ces conceptions n'a jamais été confirmée officiellement. Mieth a disparu des archives publiques américaines après 1948. Il n'y a pas de traces vérifiables de son activité professionnelle ultérieure. En 1952, l'US Air Force a lancé le projet 1794, également connu sous le nom d'Avro FZ-9, en collaboration avec l'entreprise canadienne Avro Canada. L'objectif était explicite et ambitieux: construire un véhicule discoïdal avec décollage vertical, vol stationnaire et capacité supersonique. Le budget alloué entre 1952 et 1961 a dépassé 3 millions de dollars de l'époque, une somme considérable pour un programme expérimental. Parmi les conseillers figuraient des scientifiques issus de Paperclip, bien que tous les noms n'aient pas été déclassifiés. Le résultat a été un échec absolu et documenté. Les prototypes ne s'élevaient guère à 1 mètre du sol, étaient extrêmement instables et ne dépassaient pas 56 km/h sans perdre le contrôle. La consommation énergétique était insoutenable. En 1961, le projet a été annulé sans publier les résultats complets du programme d'essai. Cette contradiction doit rester dans l'esprit de quiconque suit cette recherche. Si en 1952, les États-Unis ne pouvaient pas construire un véhicule discoïdal fonctionnel avec des ressources pratiquement illimitées, l'accès aux meilleurs scientifiques du monde et la technologie de pointe de l'ère spatiale que voyaient les pilotes vétérans de la Task Force 68 en 1947 au-dessus de la glace antarctique. Cette question n'a pas de réponse officielle, et cette absence de réponse est, en soi, une forme de réponse. Les Foo Fighters du Pacifique. Avant de parler de ce qui s'est passé en Antarctique, il est nécessaire d'établir un précédent crucial. Les pilotes de la Task Force 68 n'étaient pas des novices. C'étaient des hommes qui avaient combattu à Guadalcanal, Iwo Jima et aux Philippines, qui avaient opéré par météo hostile, sous feu anti-aérien réel et effectué des atterrissages forcés sur porte-avions de nuit. Ils avaient vu des avions ennemis, des fusées de détresse, des tornades tropicales et toutes sortes d'illusions optiques dans des conditions de stress maximales. C'était exactement le type de témoin dont le jugement devrait être pris au sérieux selon tout critère méthodologique honnête. Et ces hommes avaient déjà vu quelque chose auparavant. Dès 1944, les équipages alliés dans le théâtre européen ont commencé à signaler des objets lumineux qui les suivaient lors des missions de bombardement en Allemagne. Ils n'attaquaient pas, ne manœuvraient pas contre les avions. Ils les accompagnaient simplement sur plusieurs kilomètres,
en maintenant une séparation constante, sans traînée visible et sans bruit perceptible. La presse de l'époque les a popularisés sous le nom de Foo Fighters, terme tiré d'une bande dessinée de l'époque. Les analystes du renseignement de la RAF et de l'USAF ont tenté de les classer comme armes psychologiques de la Luftwaffe destinées à déstabiliser les équipages. Le problème avec cette hypothèse est que les équipages allemands les ont également signalés avec les mêmes caractéristiques et dans les mêmes circonstances. Ils n'appartenaient à aucune force connue. Aucune cause unique n'a jamais été établie pour les Foo Fighters européens. Dans les archives militaires alliées, ils sont restés enregistrés comme observations sans identification concluante et le cas a été administrativement clos à la fin de la guerre sans qu'aucune analyse ultérieure n'explique de manière satisfaisante ce qu'ils étaient. Ce précédent est important car lorsque les premiers rapports ont commencé à arriver des avions de la Task Force 68 au-dessus de la glace antarctique, la réaction immédiate a été d'essayer d'appliquer les mêmes catégories conventionnelles utilisées en Europe. Réflexion sur la glace, halo causé par des cristaux de neige, mirage polaire dû à l'inversion thermique. Le problème, encore une fois, était la persistance. Les lumières décrites ne se dissipaient pas avec des nuages bas, ne restèrent pas en arrière lorsque l'avion accélérait et ne répondaient pas aux virages soutenus comme le ferait tout phénomène atmosphérique passif. Elles maintenaient une distance constante avec une précision qu'aucun effet optique connu ne peut reproduire. Il y a un détail supplémentaire que les analystes de l'époque ne pouvaient pas ignorer. L'absence de toute force ennemie connue dans la région. En Europe, les Foo Fighters pouvaient, théoriquement, être attribués à une technologie allemande non identifiée. En Antarctique, en 1947, il n'y avait aucune puissance active connue dans cette région, ni soviétique, ni allemande résiduelle, ni d'aucune autre origine. La seule explication qui éliminait toutes les exceptions était, simultanément, la plus difficile à accepter dans le cadre institutionnel en vigueur. Le protocole du silence. En janvier 1947, la Task Force 68 atteignit la côte de la Terre de la Reine Maude. Les premières semaines se déroulèrent selon le plan officiel. Vol photographique, collecte d'échantillons géologiques, test de matériaux en conditions de froid extrême. Les rapports opérationnels de ces premières semaines sont relativement banals. Relevé de température, conditions de vol, performance des moteurs dans le froid polaire. Mais en février, quelque chose changea dans la chaîne de commandement d'une manière qui ne peut s'expliquer par des raisons techniques routinières. Les rapports commencèrent à s'accumuler. Des lumières sphériques aux contours circulaires apparaissaient sans avertissement et restaient proches des aéronefs pendant plusieurs minutes. Les pilotes tentaient de s'en défaire par des virages brusques, des changements d'altitude et des accélérations soudaines. Les objets reproduisaient chaque manœuvre sans modifier la distance relative. Dans plusieurs rapports, la description était identique à celle des Foo Fighters européens, avec une différence fondamentale. Ici, il n'y avait pas de forces ennemies connues ni aucune explication tactique possible. Les premiers rapports internes tentèrent de classer les observations dans des catégories conventionnelles. Interférences radar, lectures erronées des instruments affectés par le froid, effets optiques liés à des couches d'air de températures différentes. Mais le fait que différentes équipes, sur différents aéronefs, décrivent des schémas identiques de comportement, indépendamment les unes des autres et à des jours différents, fit que les observations cessèrent d'être considérées comme des anecdotes isolées au sein de la chaîne de commandement interne. La réponse de l'amiral Byrd fut stricte et immédiate. Silence radio absolu sur tout avistement, canal de rapport unique, uniquement en interne et en personne, à bord de l'USS Mount Olympus, navire de commandement de la Task Force. Les incidents ne devaient pas être consignés dans les journaux de bord ordinaires ni dans les registres de vol standard. Toute mention publique ou transmission radio d'avistement entraînerait des sanctions disciplinaires. La priorité opérationnelle devint le contrôle de l'information au sein de la force expéditionnaire au-dessus de tout autre objectif de mission. La question que nous devons poser ici est simple. Qu'est-ce qui justifie ce protocole de confidentialité dans une mission qui, sur le papier, était destinée à l'entraînement et à la cartographie? Lorsqu'une force expéditionnaire met en œuvre ce niveau de contrôle de l'information dès les premières semaines de l'opération, ce n'est ni par accident ni par bureaucratie de routine.
Cela se fait parce que quelque chose se produit qui ne devrait pas, et parce que le commandant comprend que si cette information fuit sans contrôle, les conséquences sont imprévisibles, tant sur le plan opérationnel que politique. Il faut se rappeler le contexte historique exact de ce moment. Nous sommes en février 1947. La Seconde Guerre mondiale s'est terminée 19 mois plus tôt. Le monde vient d'apprendre l'existence de la bombe atomique. Les relations entre Washington et Moscou se détériorent rapidement vers ce qui, quelques mois plus tard, sera appelé la guerre froide. La Maison-Blanche ne peut se permettre aucune fuite suggérant que les forces américaines en opération active ont rencontré quelque chose qu'elles ne peuvent identifier, contrôler ou comprendre. L'incident de l'escadron Corsair, le 26 février 1947, 54e jour de l'opération, une escadrille de 6 chasseurs Corsair décolla de l'USS Philippine Sea pour une mission standard de photographie aérienne. Objectif de la mission, cartographier une bande côtière de la terre de la reine Maud signalée sur les cartes allemandes de 1938 comme zone géologiquement anormale avec des cavités visibles depuis le ciel. Conditions météorologiques au moment du décollage. Ciel totalement dégagé, visibilité exceptionnelle pour la région, vent stable et température de -20 degrés, modérée pour les conditions antarctiques habituelles à cette latitude. Les corsaires étaient des chasseurs vétérans du Pacifique, robustes, fiables, avec des équipages les ayant pilotés en conditions de combat réelles pendant des années. Ce n'étaient ni des aéronefs expérimentaux ni des équipages inexpérimentés. 30 minutes après le décollage, la tour de contrôle perdit le contact radio avec le leader de la formation, le capitaine Dave Banger. Les dernières transmissions étaient brèves, fragmentées, perturbées par un statique que les opérateurs de communication du Philippine Sea décrivirent comme différent du statique atmosphérique conventionnel, plus uniforme, plus constant, sans les variations irrégulières propres aux interférences naturelles. Les références dans ces dernières transmissions concernaient des objets non identifiés, multiples, en forme de disque. Ensuite, silence absolu. La procédure de recherche fut activée. Peu après, l'escadrille fut localisée revenant sur le porte-avions en formation serrée, à vitesse et cap constant. Les 6 corsaires atterrirent consécutivement. Les pilotes quittèrent les cabines visiblement affectées. Plusieurs présentaient des signes clairs de stress aigu incompatibles avec l'usure habituelle du vol polaire. Banger montrait des tremblements persistants non attribuables au froid. Le contenu du débriefing ultérieur fut classifié et jamais diffusé officiellement. Ce que nous connaissons provient de témoignages indirects recueillis pendant des décennies par des chercheurs indépendants. La séquence décrite est la suivante. En atteignant la zone assignée, les radars embarqués détectèrent plusieurs contacts simultanés, initialement interprétés comme des interférences. Quelques secondes plus tard, ils furent observés à l'œil nu. Objets discoïdes, entre 8 et 10, émergèrent depuis la ligne côtière proche des cavités signalées sur les cartes allemandes. Ils ne montrèrent pas d'agressivité immédiate. Ils conservèrent une position relative, formant un arc autour de l'escadrille. Banger tenta de rompre le contact par des manœuvres d'évasion à haute énergie. Les objets reproduisirent chaque changement de cap et d'altitude sans modifier la distance ni la cohésion de la formation. C'est alors que l'un d'eux émit un flash lumineux concentré qui toucha l'aile droite du corsaire, piloté par le lieutenant Bill Cairns. Aucune explosion ou impact balistique ne fut enregistré. Aucune trace compatible avec de l'artillerie, un missile ou une fusée de type connu. L'aile perdit progressivement son intégrité structurelle, comme si le métal avait été soumis à un processus thermique ou électromagnétique de haute intensité localisé. Cairns rapporta une perte de contrôle et une descente non commandée. Banger, face à l'absence totale de paramètres d'engagement connus, sans aucun protocole couvrant cette situation, ordonna un retrait immédiat. Les objets suivirent la formation pendant environ 2 minutes, maintenant une séparation estimée à 500 mètres avant de disparaître sans trajectoire observable, sans accélération perceptible et sans bruit associé. Cairns parvint à maintenir partiellement son appareil sous contrôle jusqu'au porte-avions et effectua un atterrissage d'urgence avec le train partiellement déployé. L'inspection technique ultérieure identifia une déformation sévère du métal de l'aile affectée, sans trace de combustion, sans trace d'incendie, sans résidus d'agents chimiques et sans aucune trace d'impact balistique conventionnel d'haut calibre. Le rapport officiel attribua l'incident à une défaillance mécanique
due aux conditions extrêmes de froid. Une explication que les ingénieurs de maintenance du Philippine Sea eux-mêmes jugèrent insatisfaisante, étant donné le motif spécifique des dommages. Le métal ne s'était pas fracturé, il s'était déformé comme sous une chaleur concentrée intense, mais sans aucune trace de chaleur sur la peinture ou le revêtement extérieur de l'aile. Les pilotes ne partagèrent pas la conclusion officielle. Pour eux, l'affrontement avait été réel, délibéré et technologiquement inintelligible dans toute catégorie connue. Les 17 victimes que le récit officiel a enterrées dans le silence. Les archives publiques de la Marine des États-Unis présentent l'opération High Jump comme un succès exemplaire. Plus de 70 000 photographies aériennes ont été prises, des milliers de kilomètres carrés cartographiés, des échantillons géologiques collectés, du matériel testé dans des conditions extrêmes. Les seules pertes reconnues ont été décrites dans les communiqués officiels comme des accidents mineurs dus aux conditions climatiques polaires extrêmes. Mais lorsque nous analysons les chiffres avec précision, les manifestes du personnel et les listes de débarquement, quelque chose ne colle pas. Les manifestes du personnel indiquent que 4 700 hommes ont quitté Norfolk en décembre 1946. Lorsque la Task Force 68 est rentrée aux États-Unis, seulement 4 683 figuraient sur les listes de débarquement. 17 hommes ne sont pas revenus. Cette différence existe dans les propres documents de la Marine et n'a été expliquée de manière satisfaisante par aucun communiqué officiel. Le premier incident documenté a eu lieu le 30 décembre 1946, à peine 4 semaines après le début de l'opération. L'hydravion Martin P.B.M. Mariner, désigné opérationnellement George Hyun, a disparu lors d'un vol de reconnaissance au-dessus de la banquise. À bord se trouvaient le lieutenant Ralph Leblanc et 2 autres membres d'équipage. Le rapport officiel mentionne une panne catastrophique du moteur et une chute dans l'océan. Aucun débris n'a été récupéré, aucun corps non plus. Les conditions météorologiques le jour de l'incident, selon les registres de l'USS Pine Island, étaient modérées pour la région, sans tempête active enregistrée. Frédéric Onkala, technicien radar sur l'USS Pine Island, a gardé le silence pendant 4 décennies. Il avait signé un accord de confidentialité classifié le jour même du départ de la Task Force de Norfolk. Parler signifiait un conseil de guerre. Lorsqu'il s'exprima finalement en 1985, dans une déclaration enregistrée devant témoins, il affirma que le George I avait signalé par radio qu'il était suivi par des objets inconnus et que ses instruments commençaient à tomber en panne de façon inexpliquée. Les dernières paroles captées au Pine Island, selon Onkala, étaient « Ils sont très proches, les instruments ne répondent plus ». Sur le radar du Pine Island, l'écho de l'avion ne descendit pas progressivement comme dans une chute contrôlée, ni ne s'éteignit comme lors d'une perte de contact due au terrain. Il disparut simplement instantanément, sans transition. Le témoignage d'Onkala n'a jamais été techniquement contredit par un organisme officiel. Il n'a pas non plus été confirmé. Il a été ignoré avec une régularité qui, en elle-même, est significative. Lorsqu'un témoignage est faux, il est généralement réfuté. Lorsqu'il est vrai mais gênant, il est ignoré. Le 9 janvier 1947 eut lieu le 2e incident grave. Un hélicoptère Sikorsky disparut lors d'un vol de liaison entre l'USS Currituck et la base temporaire Little America. À bord se trouvait le lieutenant-commandant John Howell et 2 membres d'équipage supplémentaires. Le rapport officiel indiqua un accident opérationnel dû à des conditions défavorables et une mise en mer selon le protocole d'urgence polaire. Cependant, aucun des 3 n'apparaît dans les registres d'Arlington ni dans aucun autre cimetière militaire connu aux États-Unis. L'ingénieur mécanicien Owen McCarthy, embarqué sur le Currituck, consigna une version radicalement différente dans son journal personnel, publié par sa famille en 2003. Selon McCarthy, l'hélicoptère ne s'était pas écrasé. Il effectua un atterrissage d'urgence intact sur la glace après une panne totale et simultanée de tous les systèmes. L'appareil était structurellement intact, sans impact visible, sans dommages à la coque. Les 3 membres d'équipage étaient morts à l'intérieur de la cabine, à leur place habituelle, sans blessures visibles, sans signe de lutte, d'asphyxie ou d'hypothermie. Le médecin de la Task Force, selon le journal de McCarthy, diagnostiqua un arrêt cardiaque simultané de cause inconnue. 3 hommes, en même temps, sans cause médicale identifiable. McCarthy écrivit cette nuit-là « J'ai vu mourir des hommes au combat, de maladie ou d'accident.
Je n'avais jamais vu quelque chose de pareil. Les corps furent enveloppés et jetés à la mer cette même nuit, sans cérémonie, sans photographie, sans communication détaillée aux familles. L'épisode le plus inquiétant se produisit le 22 février 1947, 4 jours avant l'incident de l'escadron Corsair. Un autre PBM Mariner, identifié George III, décolla du Currituck pour une mission photographique sur l'intérieur du continent. À bord se trouvaient 9 hommes, tous vétérans de guerre expérimentés au combat. Le temps ce jour-là était parfait, ciel complètement dégagé, pas de vent fort, visibilité totale, aucune condition défavorable enregistrée. L'avion rapportait sa position toutes les 30 minutes selon le protocole établi. Les 2 premières communications étaient parfaitement normales. Lors de la 3e, la voix du pilote changea de façon audible pour les opérateurs de communication. « Nous avons un contact visuel avec une formation non identifiée. Ils approchent. Je demande des instructions. » La tour ordonna d'interrompre immédiatement la mission et de retourner au Currituck. Il n'y eut pas de réponse. Pendant les 6 heures suivantes, toutes les communications disponibles furent utilisées pour tenter de rétablir le contact. Silence absolu. Des vols de recherche furent déployés sur une zone de plus de 500 km². Rien ne fut trouvé. Ni débris métalliques, ni traces de collision sur la glace, ni taches de carburant, ni signal de balise de détresse, que tout PBM Mariner était équipé pour activer en cas d'urgence. Le George III et ses 9 membres d'équipage avaient disparu sans laisser de traces. Le rapport officiel attribua la perte à des conditions météorologiques défavorables et à une possible collision avec un terrain non cartographié. Les relevés météorologiques du jour indiquent ciel dégagé. La zone survolée était une plaine glacée relativement plate sans chaînes montagneuses identifiées. Les familles des 9 hommes reçurent des télégrammes standards du département de la Marine. Décédés lors d'opérations militaires classifiées. Corps non récupérés. Sans détails. Sans nom de témoin. Sans explication. 17 morts ou disparus en moins de 8 semaines lors d'une mission déclarée d'entraînement et de cartographie. L'expédition antarctique américaine précédente, également dirigée par Byrd et réalisée entre 1939 et 1941, dura 14 mois sans aucune perte. L'expédition de James Clark Ross au XIXe siècle enregistra 3 décès en 4 ans, dans des conditions technologiques incomparablement plus rudimentaires. High Jump, en 2 mois d'opération, accumula plus de pertes que toutes les expéditions antarctiques précédentes de toutes les nations combinées depuis le début de l'exploration polaire. Les rapports médicaux complets de ces 17 pertes restent classifiés. Le vol du 19 février 1947. Parmi les documents les plus controversés liés à High Jump se trouve un manuscrit qui, depuis sa parution en 1995, a provoqué des divisions persistantes parmi les chercheurs sérieux. Un manuscrit qui circula initialement sur Internet sous le titre « Le journal perdu de l'amiral Byrd, février 1947 », présenté comme un enregistrement personnel de l'amiral centré sur un vol daté du 19 février de cette année, 3 jours avant que la Task Force ne restreigne brutalement toutes les opérations aériennes sur l'intérieur du continent. Je serai direct. L'authenticité de ce document n'a pas été prouvée de manière indépendante. Elle n'a pas non plus été réfutée de manière technique et concluante. Ce que nous pouvons faire, c'est analyser ce qu'il dit et quels éléments sont vérifiables séparément en confrontant le contenu du manuscrit avec ce que nous savons par d'autres sources sur le comportement et les décisions ultérieures de Byrd. Selon le texte, Byrd décolla de l'USS Philippine Sea à bord d'un R-4D. La version navale du Douglas DC-3 pour effectuer une reconnaissance intérieure destinée à identifier d'éventuelles zones d'atterrissage d'urgence. Formelle routine. La première anomalie survient vers 9 heures du matin. Byrd observe à l'horizon une chaîne de montagnes non répertoriée sur les cartes disponibles à bord, dont la géométrie est décrite comme exceptionnellement régulière, incompatible avec les processus géologiques connus produisant les chaînes volcaniques ou tectoniques que les géologues connaissaient en 1947. 30 minutes plus tard, les instruments commencent à tomber en panne. La boussole tourne sans référence stable. Le compas gyroscopique perd son alignement, la radio devient inutilisable, les commandes cessent de répondre normalement. Et le R-4D s'approche d'une large dépression du terrain, décrite comme une vallée libre de glace, avec des températures modérées et une végétation visible.
Le texte décrit des rivières en cours actif, des zones boisées et une faune que l'auteur identifie comme des espèces éteintes depuis des temps préhistoriques. Ensuite, apparaissent des objets aériens discoïdaux sans surface aérodynamique visible. Les objets encadrent l'avion. Tous les instruments deviennent complètement inutilisables. Le R4D effectue un atterrissage décrit comme contrôlé et précis, exécuté sans intervention consciente des pilotes, comme s'il était guidé depuis l'extérieur. Le manuscrit décrit une rencontre avec des êtres à apparence humaine, de grande taille et aux traits nordiques, maîtrisant l'anglais avec un accent non identifié. D'importantes installations souterraines, éclairées par une source lumineuse constante, sans ombre ni chaleur perceptible, et une conversation avec une figure désignée le maître, transmettant un avertissement direct lié à l'usage des armes nucléaires par l'humanité en 1945, affirmant que ces explosions avaient été détectées et considérées comme une menace de portée planétaire. Baird est escorté vers son appareil. Lors de la montée, les instruments retrouvent progressivement leur fonctionnalité. En regardant en arrière, le paysage décrit a disparu, remplacé par la glace continue du continent. L'atterrissage sur le Philippine Sea se produit environ 3 heures après le décollage, dans la marge d'autonomie compatible avec le R4D. Le copilote ne se souvient d'aucun événement anormal et décrit le vol dans son rapport de routine comme complètement normal. La dernière entrée du journal, datée du 11 mars 1947, décrit une réunion avec du personnel de haut niveau du Pentagone et un ordre explicite de garder le silence sous menace de sanctions militaires et de discrédit professionnel par remise en question de son état mental. Ce qui est le plus significatif n'est pas le contenu du journal lui-même, mais ce qui s'est passé après la date indiquée dans le texte. Depuis février 1947, Baird n'a plus effectué de vol de reconnaissance profonde sur l'intérieur de l'Antarctique, bien que l'opération ait continué pendant plusieurs semaines et que son grade lui permettait de le faire sans autorisation. Cette décision n'apparaît expliquée dans aucun rapport opérationnel connu. À son retour aux États-Unis, il arrêta de tenir des journaux personnels, ce qui était radicalement inhabituel pour un homme qui avait documenté méticuleusement chaque expédition antérieure depuis les années 20. Ses archives privées après High Jump disparaissent complètement des archives personnelles conservées par la Marine. Depuis février 1947, quelque chose a modifié de façon permanente le comportement opérationnel, documentaire et public de Richard Byrd, et ce changement n'a jamais été inversé. La fuite et l'avertissement. Le 3 mars 1947, l'opération High Jump fut annulée par ordre direct du commandement supérieur de la Marine des États-Unis. La Task Force 68 reçut des instructions claires et immédiates. Quitter l'Antarctique sans délai. Aucune communication explicative n'a été émise vers l'extérieur. La récupération complète du matériel déployé n'a pas été autorisée. Plusieurs bases temporaires furent abandonnées avec des tonnes de carburant, des équipements scientifiques, des aéronefs démontés et des provisions encore opérationnelles. Une mission qui devait durer 6 à 8 mois fut interrompue à mi-parcours. Du point de vue de la doctrine militaire, abandonner des bases approvisionnées avec du matériel opérationnel sans les démanteler est une décision qui nécessite une justification urgente. Les raisons qui justifient ce type de retrait sont limitées. Menace active, perte de commandement et de contrôle, ou instruction directe d'un niveau supérieur ne laissant aucune place au débat. La chaîne de commandement de la Task Force 68 comprit l'ordre sans objection formelle. Cela en dit long sur la manière dont il a été communiqué. À bord de l'USS Mount Olympus, le comportement de Baird attira l'attention de son propre état-major. Il resta isolé dans sa cabine. Il participa à peine aux réunions opérationnelles. Il délégua des fonctions qu'il assumait normalement personnellement. Les officiers ayant servi sous son commandement déclarèrent par la suite qu'il dormait peu, mangeait de façon irrégulière et évitait toute conversation non strictement technique. Il ne discutait pas l'annulation, n'expliquait pas les motifs, se contentait de confirmer les ordres et de signer les dépêches en silence. Avant de traverser le détroit de Magellan, la flotte fit une escale logistique à Valparaíso, au Chili. C'est là que se produisit un événement que aucun protocole n'avait prévu. Contre les recommandations de son équipe et sans autorisation expresse de Washington, Baird accepta une conférence de presse improvisée avec des journalistes locaux.
Ce n'était pas une comparution planifiée ni contrôlée par le service de presse de la marine. Baird se présenta seul, sans conseiller en communication, sans représentant du département d'État. Le correspondant du journal El Mercurio recueillit ses déclarations, publiées le 5 mars 1947. Baird affirma que les États-Unis devaient adopter des mesures défensives face à la possibilité d'attaques provenant des régions polaires, et que dans un futur conflit, le pays pourrait être atteint par des objets capables de se déplacer d'un pôle à l'autre à des vitesses extrêmes. Le choix des mots fut précis et délibéré. Baird ne parla ni d'avions, ni de bombardiers, ni d'aucun aéronef connu. Il parla d'objets. Il élargit son avertissement en déclarant avoir observé des phénomènes échappant à la compréhension scientifique actuelle et qu'il existait des forces actives aux deux extrémités de la planète qui ne figuraient dans aucun modèle stratégique connu par les forces armées d'aucune nation. Les déclarations circulèrent rapidement dans la presse sud-américaine et australienne. La réaction officielle américaine fut immédiate. Des fonctionnaires du département d'État contactèrent la rédaction d'El Mercurio pour minimiser le contenu, arguant que Baird avait été mal interprété et que son état physique, après des semaines dans des conditions extrêmes, pouvait avoir affecté son discours. Aucune rétractation formelle de l'amiral ne fut émise. La correction n'arrêta pas la diffusion. Le message avait déjà franchi les frontières et était enregistré dans les archives de plusieurs pays. À son arrivée aux États-Unis, Baird ne retourna ni à son domicile, ni à son bureau à la marine. Il fut directement transféré à l'hôpital naval de Bethesda, Maryland. Diagnostic officiel, épuisement extrême. Il resta hospitalisé près de 2 mois, recevant des visites fréquentes et prolongées d'officiers du renseignement naval, de représentants du Pentagone et de civils non enregistrés dans les registres publics. Aucune trace déclassifiée de ces réunions n'existe. Après sa sortie, le changement fut permanent. Il annula les interviews, refusa les invitations à des conférences et évita toute mention publique de l'Antarctique. Lorsque la presse insistait, il répétait toujours la même déclaration soigneusement formulée. L'opération High Jump avait été une mission réussie d'entraînement militaire et d'exploration scientifique. Et il n'ajoutait rien de plus. 3 mois d'été, qui changèrent tout. 3 mois après le retour de la Task Force 68, les États-Unis entrèrent dans une phase d'activité aérienne anormale documentée sans précédent en temps de paix. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés ni de rumeurs locales. Ce fut une vague soutenue d'observations rapportées simultanément par des civils, des pilotes commerciaux expérimentés et du personnel militaire dans plusieurs États, sur une période compressée que aucune analyse rétrospective n'a pu expliquer de manière cohérente en invoquant uniquement des causes naturelles ou des erreurs d'identification massives. Le 24 juin 1947, le pilote civil Kenneth Arnold survolait le mont Rainier dans l'État de Washington lorsqu'il aperçut 9 objets brillants se déplaçant en formation. Arnold était pilote de recherche et de sauvetage avec des années d'expérience, un observateur compétent habitué à identifier des aéronefs depuis les airs. Il calcula la vitesse des objets en comparant avec des repères terrestres et sa propre vitesse de vol. L'estimation dépassait 1900 km/h, un chiffre inatteignable pour tout aéronef opérationnel à l'époque, y compris les premiers avions à réaction expérimentaux qui ne dépassaient guère 900 km/h dans des conditions contrôlées. Arnold décrivit le mouvement comme celui de plats rebondissant sur l'eau. Le lendemain, un journaliste utilisa cette expression pour titrer l'article. Le terme « soucoupe volante » s'ancrera dans la culture publique et n'a jamais disparu depuis. Entre mars et juin 1947, plus de 200 rapports d'objets volants non identifiés furent enregistrés aux États-Unis. Disques métalliques, sphères lumineuses, objets allongés sans surface de contrôle visible, tous caractérisés par des vitesses extrêmes et des manœuvres incompatibles avec l'aérodynamique connue. Le schéma géographique fut cohérent et spécifique. La majorité des observations se concentrèrent dans le nord-ouest du Pacifique, dans les États de Washington, Oregon et Californie, exactement le corridor côtier par lequel avaient navigué et accosté les unités de la Task Force 68 après leur retour de l'hémisphère sud. Pour les analystes militaires, cette corrélation géographique ne fut pas ignorée, bien qu'elle ne fût pas rendue publique. Le 8 juillet 1947, 2 semaines après le cas Arnold, se produisit l'incident qui força une réaction institutionnelle directe. Roswell, Nouveau-Mexique.
Un fermier local trouva des débris métalliques dispersés sur sa propriété de 75 km². La découverte fut communiquée au shérif du comté, puis à la base aérienne de Roswell. Le même jour, l'officier chargé de l'information publique de la base émit un communiqué affirmant avoir récupéré les débris d'un disque volant. En quelques heures, cette déclaration fut retirée et remplacée par une autre version. Les débris provenaient d'un ballon météorologique expérimental du projet Mogul, un programme de surveillance acoustique d'essais nucléaires soviétiques. La rectification ne clôtura pas l'affaire. Les témoins ayant vu les débris avant leur confiscation décrivirent des matériaux extrêmement légers, résistants et impossibles à couper, pliés ou brûlés avec les moyens disponibles, avec des symboles non identifiables imprimés sur des poutres structurelles. Plusieurs déclarèrent avoir observé des corps de morphologie non humaine retirés rapidement par du personnel militaire en uniforme de base. Ces témoignages ne furent inclus dans aucun rapport officiel final. Les témoins furent pressurisés, discrédités ou réduits au silence de manière systématique dans les années suivantes. Pendant la même période, des officiers de l'aviation dans les bases du sud-ouest des États-Unis enregistrèrent de multiples contacts radars d'objets ne correspondant à aucun aéronef connu de quelque nation que ce soit, effectuant des manœuvres impossibles pour la technologie de l'époque, virages à des angles de 90 degrés à des vitesses supersoniques, accélération instantanée depuis zéro, descente verticale à des vitesses qui auraient détruit toute structure aérodynamique conventionnelle. Ces enregistrements radars existent. Certains ont été partiellement déclassifiés. Aucun n'a été expliqué de manière satisfaisante. Projet Sign, Projet Grudge et la gestion du silence. En septembre 1947, face à l'accumulation de rapports provenant à la fois de civils et de personnel militaire, l'US Air Force se vit obligée d'agir officiellement. Il ne s'agissait plus de simples rumeurs dispersées par des personnes sans formation technique. C'étaient des incidents enregistrés par des pilotes de combat entraînés, des opérateurs radars expérimentés, des physiciens et des observateurs qualifiés, beaucoup avec des données instrumentales annexées qui ne pouvaient être écartées sans analyse. Le projet Sign fut créé, la première initiative gouvernementale formelle destinée à analyser les phénomènes aériens non identifiés. Le projet fut confié au Technical Intelligence Center de la base de Wright-Patterson dans l'Ohio, l'unité responsable de l'évaluation des menaces technologiques étrangères. Sa composition reflétait le sérieux initial de l'approche. Analystes du renseignement, ingénieurs aéronautiques ayant accès aux programmes les plus avancés du moment, spécialistes en propulsion, physiciens théoriciens et officiers avec autorisation de sécurité maximale. On passa en revue les rapports de pilotes militaires, enregistrements radars, photographies aériennes et témoignages techniques. Une part significative du matériel provenait des bases situées sur la côte ouest et du corridor du Pacifique, coïncidant avec la vague d'observation initiée après le retour de la Task Force 68. En 1948, après presque un an d'analyse systématique, l'équipe de Sign élabora un document de synthèse interne connu sous le nom de Estimate of the Situation. Le rapport évalua en détail différentes hypothèses. Erreurs massives d'identification, phénomènes atmosphériques extraordinaires, technologie soviétique expérimentale basée sur la capture de documents allemands et projets secrets américains non communiqués entre départements. Aucune de ces hypothèses n'expliquait de manière cohérente l'ensemble des cas les mieux documentés. La conclusion du rapport fut directe et sans ambiguïté. Les objets observés ne pouvaient être attribués à aucune technologie humaine connue. Le document fut immédiatement classifié. Il parvint au bureau du général Hoyt Vandenberg, alors chef d'état-major de l'Air Force. Vandenberg rejeta la conclusion, invoquant l'insuffisance de preuves concluantes, mais sa réponse ne fut pas de demander plus de données, d'étendre l'étude avec de nouvelles ressources ou de solliciter un contrôle par d'autres départements scientifiques. Ce fut d'ordonner le retrait du rapport de la circulation interne et de bloquer sa diffusion même au sein de l'Air Force. Sans révision technique indépendante, sans suivi ouvert. Le projet Sign fut dissous. À sa place fut créé le projet Grudge, avec un mandat radicalement différent. Il ne s'agissait plus de déterminer l'origine des objets, mais de réduire la perception publique du phénomène par l'application systématique d'explications conventionnelles à tous les cas possibles et le rejet administratif de ceux qui ne pouvaient être résolus rapidement. Le passage du projet Sign au projet Grudge n'était pas technique. Ce fut une décision politique de gestion de l'information.
Une décision prise au plus haut niveau disponible. Malgré tout cela, les observations ne cessèrent pas. Le projet Grudge fut remplacé en 1952 par le projet Blue Book, qui opéra pendant 17 ans et accumula plus de 12 000 rapports, dont 700 cas restèrent inexpliqués à la fermeture officielle en 1969. Selon les archives même du projet Blue Book, ces 700 cas étaient des observations réalisées par des témoins qualifiés avec données instrumentales annexées qui ne correspondaient à aucun phénomène naturel, technologique ou humain identifié. Ils sont disponibles aux Archives nationales des États-Unis et restent sans réponse officielle. La séquence complète, analysée sans compartimentation artificielle, est difficile à ignorer. Une opération militaire de grande ampleur interrompue en Antarctique. Les avertissements publics d'un amiral sur des objets capables de se déplacer d'un pôle à l'autre. Une vague d'observations concentrée sur la route de retour de la flotte. Un incident récupéré puis nié à Roswell. La création et l'annulation successive de programmes officiels d'investigation. Et finalement, pendant près de 8 décennies, un silence institutionnel maintenu avec une constance remarquable par des gouvernements successifs de partis et d'idéologies différents. La science comme seuil du mystère est ce qui gît sous la glace. Je souhaite clôturer cette partie du récit par quelque chose qui n'est ni spéculation ni théorie. C'est de la science vérifiable, publiée dans des revues académiques à comité de lecture, financées par des institutions respectables. Car parfois, la meilleure façon de comprendre pourquoi quelque chose est caché est d'observer ce que la science a découvert lorsqu'on a été autorisé à regarder. À Wilkes Land, une région de la côte est de l'Antarctique, des études gravimétriques initiées en 1962 identifièrent une concentration de masse sous la glace équivalente à un cratère de 300 km de diamètre, comparable en échelle à celui de Chicxulub qui anéantit les dinosaures. Cependant, des mesures raffinées réalisées ultérieurement par le satellite Grace montrèrent une distribution de densité irrégulière incompatible avec tous les modèles connus d'impact météoritique. En 2016, une demande internationale de forage profond dans cette zone fut soumise au comité scientifique du traité sur l'Antarctique. La demande fut rejetée sans explication technique publique. La région demeure intacte, non forée, sans prélèvement profond. Sous le lac Vostok, détecté dans les années 1950 et confirmé par Sismic dans les années 1970, existe un corps d'eau liquide de plus de 15 000 km², isolé du reste de la biosphère pendant au moins 15 millions d'années sous presque 4 km de glace. La capacité technique pour le forer existait depuis les années 1980. Il ne fut foré qu'en 2012, et seulement après des décennies de débats politiques internationaux sur qui avait l'autorisation et selon quelles conditions de supervision. Les échantillons initiaux confirmèrent la présence de vie microbienne dans des conditions extrêmes. Les résultats complets de cette analyse n'ont jamais été publiés intégralement dans aucune revue scientifique en accès ouvert. Le protocole scientifique standard exige une publication complète. Dans ce cas, cela n'a pas été le cas. Les vallées sèches de McMurdo, libres de glace depuis au moins 8 millions d'années, démontrèrent que l'Antarctique n'est pas le bloc homogène et complètement gelé que l'imaginaire populaire suppose. C'est un continent avec des régions géothermiquement actives, des microclimats localisés et des espaces potentiellement habitables à des échelles géologiques prolongées. Les cavités subglaciaires identifiées dans la région de la Terre de la Reine Maude, les mêmes signalées sur les cartes allemandes de 1938 et dans les objectifs des vols de la Task Force 68 en 1947, ont été confirmées par radar pénétrant la glace dans des études récentes. Elles sont réelles, elles existent, et elles restent à explorer systématiquement. 70% du matériel photographique de iJump, 70 000 photographies prises avec des aéronefs militaires équipés des meilleures caméras disponibles en 1947, restent classifiés. L'accès à ces images a été systématiquement refusé dans toutes les demandes effectuées en vertu de la loi sur la liberté d'information depuis que cette législation existe. La justification officielle pour maintenir classifiées des photographies de glace et de côtes prises il y a presque 80 ans est, en elle-même, une réponse qu'aucun analyste sérieux ne peut accepter sans la remettre en question. Les anomalies que la géophysique ne peut pas expliquer. En 2018, une équipe internationale de glaciologues a publié dans la revue Geophysical Research Letters
Les résultats d'une analyse radar à pénétration de glace sur une région de la Terre de la Reine Maude, historiquement négligée dans les programmes de recherche antarctique. Les données ont révélé une série de cavités subglaciaires de dimensions significatives, certaines avec des toits de glace à moins de 200 mètres de la surface. La température intérieure estimée dans ces cavités, dérivée de modèles de flux géothermiques, dépassait 0 degré Celsius en plusieurs points. L'équipe a publié ces résultats avec une note que peu de personnes ont remarquée. La zone exacte où se concentraient les anomalies les plus prononcées coïncidait géographiquement avec les coordonnées indiquées sur les cartes de l'expédition allemande de 1938 comme zone d'intérêt géologique particulier. Ce n'est ni une interprétation ni une inférence. C'est une superposition cartographique de deux ensembles de données séparés par 80 ans. L'expédition Schwabenland et l'analyse radar de 2018 signalent les mêmes coordonnées comme étant anormales. Ce qui se passe dans cette zone spécifique du continent antarctique a attiré l'attention des chercheurs à deux moments historiques radicalement différents avec des technologies incomparables entre elles, et le résultat a été le même, une région qui ne se comporte pas comme le reste du continent. En 2004, le satellite européen ERS-2 a capturé des images radar à synthèse d'ouverture sur des secteurs de l'Antarctique orientale qui n'avaient pas été observés auparavant à cette résolution. Parmi les résultats traités par le Centre aérospatial allemand, qui dirigeait l'analyse, des motifs de réflexion subglaciaire ont été identifiés et ne correspondaient à aucune formation géologique répertoriée dans la littérature scientifique disponible. Le rapport qui compile ces résultats a été publié avec un accès restreint à la communauté scientifique participante. Les demandes d'accès aux données brutes complètes ont été répondues en indiquant que le matériel faisait encore l'objet d'une analyse active. 20 ans après le passage du satellite, cette analyse active n'a produit aucune publication publique de résultats définitifs. Il faut ajouter un élément qui apparaît rarement dans les analyses de vulgarisation sur ce sujet, mais qui est pourtant facilement vérifiable. Le programme international d'exploration antarctique appelé BEDMAP, coordonné par le British Antarctic Survey et financé par plusieurs gouvernements, a produit les cartes les plus complètes du substrat rocheux antarctique sous la glace. Ces cartes sont accessibles au public et d'une qualité exceptionnelle. Cependant, si elles sont superposées aux zones autorisées pour l'exploration en profondeur selon le traité sur l'Antarctique, on constate que les régions où BEDMAP identifie les anomalies les plus profondes et structurellement les plus complexes du substrat rocheux sont précisément celles où l'activité d'exploration physique directe est la plus faible. On ne peut pas affirmer qu'il s'agit d'une coïncidence sans examiner les raisons pour lesquelles d'autres zones, moins anormales, ont été privilégiées pour le forage profond. Le territoire le plus restreint de la Terre. En 1959, 12 pays ont signé le traité de l'Antarctique. Parmi eux, les États-Unis et l'Union soviétique, ennemis directs de la guerre froide qui à ce moment accumulait des ogives nucléaires pointées l'une contre l'autre, concurrençaient pour le contrôle de l'espace et n'avaient conclu aucun accord réel de coopération dans aucune autre région de la planète. Le document interdit la militarisation permanente du continent, a gelé les revendications territoriales dans un état indéfini et a limité l'activité humaine autorisée à la recherche scientifique supervisée. Pour comprendre l'extraordinaire de cet accord, il faut le contextualiser. En 1959, Washington et Moscou ne s'accordaient sur presque rien. La crise de Berlin avait tendu les relations jusqu'au point de rupture. Les deux blocs concouraient militairement en Afrique, en Asie et en Amérique latine sans aucune restriction. Et dans ce contexte exact, les mêmes gouvernements qui se menaçaient mutuellement d'anéantissement nucléaire décidèrent que l'Antarctique était un cas spécial nécessitant des règles différentes, des règles qui ne s'appliquaient nulle part ailleurs dans le monde. Ce que très peu de gens savent, c'est que les négociations du traité de l'Antarctique ont commencé discrètement en 1958, seulement 11 ans après l'opération High Jump et 2 ans après l'opération Deep Freeze. La proximité temporelle entre ces opérations et la signature du traité n'est pas mentionnée dans les analyses historiques conventionnelles de l'accord. Mais lorsque les faits sont ordonnés chronologiquement, le schéma devient suggestif. Les États-Unis ont déployé leur plus grande opération polaire, ont été contraints de se retirer, sont revenus dans la même région en 1956 avec Byrd comme commandant nominal.
et 2 ans plus tard ont signé un accord international sans précédent qui, en pratique, limitait l'accès aux centres profonds du continent à toute puissance, y compris les États-Unis eux-mêmes. Ce dernier point mérite d'être souligné car il est souvent mal compris. Le traité de l'Antarctique ne limite pas seulement l'accès des puissances rivales, il limite également l'accès de la principale puissance signataire de sa négociation, le gouvernement des États-Unis. Une puissance qui a découvert quelque chose qu'elle souhaite maintenir inaccessible à tous peut avoir des raisons de soutenir activement un traité qui transforme ce territoire en zone neutre administrée par consensus international, où toute activité inhabituelle nécessiterait une approbation multilatérale. Ce modèle d'administration, vu de la perspective de quelqu'un qui veut garder un secret, est aussi efficace que n'importe quelle classification unilatérale et considérablement plus durable dans le temps et plus difficile à contester pour un acteur externe. Il faut ajouter également que le processus de ratification du traité de l'Antarctique au Sénat américain a été exceptionnellement rapide et pratiquement sans débat public. Les traités internationaux, avec des implications stratégiques de cette envergure, génèrent généralement un processus de ratification prolongé, avec auditions, témoignages d'experts et débats politiques ouverts. Le traité de l'Antarctique a été ratifié avec une célérité qui contraste fortement avec d'autres traités de la même époque, comme si ceux qui le promouvaient depuis l'exécutif étaient pressés de le conclure avant que trop de questions ne soient posées. En 1991, le protocole de Madrid a étendu cette restriction. Il a interdit l'exploitation des ressources minérales jusqu'au moins en 2048. Des études géologiques accessibles au public indiquaient la possible existence de pétrole, de gaz naturel, d'uranium et de métaux stratégiques sous la glace antarctique en quantité potentiellement énorme. Aucune autre région de la planète avec ce profil de ressources n'a été déclarée intouchable pour cette durée. La logique habituelle de la géopolitique, qui transforme toute ressource stratégique en objet de dispute territoriale immédiate, a été suspendue collectivement en Antarctique et maintenue pendant des décennies par des gouvernements d'idéologies radicalement différentes. Cela n'est pas normal. Cela nécessite une explication que le récit officiel n'a pas fournie. Aujourd'hui, en 2026, l'Antarctique reste le territoire avec le niveau le plus élevé de restrictions effectives d'accès sur Terre. Les bases scientifiques opèrent sous supervision internationale. L'accès aux centres profonds du continent nécessite plusieurs autorisations gouvernementales. De vastes étendues restent sans présence humaine permanente et sans exploration systématique. Et certaines zones, en particulier celles historiquement liées à l'opération High Jump et à l'expédition allemande de 1938, continuent en pratique de figurer comme zones d'exclusion sans justification publique détaillée, accessibles en théorie mais non explorées en pratique par aucune équipe civile indépendante de façon soutenue. Le traité de l'Antarctique fut, et reste, un accord sans précédent dans l'histoire de la diplomatie internationale. Et les accords sans précédent répondent généralement à des circonstances sans précédent. Lorsque les plus grandes puissances mondiales, au moment de la plus grande tension géopolitique de l'histoire moderne, décident collectivement qu'un continent entier est un territoire protégé de toute activité extractive ou militaire, la question inévitable est « qu'ont-ils trouvé là qui justifiait une telle prudence collective ?» Certains chercheurs ont consacré des décennies entières à l'étude de ces événements. Certains ont obtenu des déclassifications partielles via des demandes en vertu de la loi sur la liberté d'information. Ces déclassifications confirment les faits de base. L'opération High Jump a été annulée avant la date prévue. Il y a eu des pertes humaines supérieures à celles déclarées publiquement. Les documents complets de la mission restent restreints et le comportement ultérieur de Byrd a changé de manière radicale et permanente après son retour aux États-Unis en mars 1947. Ce qu'elle ne confirme ni ne nie explicitement, c'est ce qui s'est exactement passé sous ce ciel antarctique entre janvier et février 1947. Ce vide n'est pas accidentel. Les vides de cette nature, maintenus pendant près de 8 décennies par les gouvernements des plus grandes puissances mondiales, ne sont pas des oublis administratifs ni de simples inerties bureaucratiques. Ce sont des décisions actives et maintenues. Quelqu'un, à un moment donné, a décidé que cette information ne devait pas être publique. Et cette décision a été renouvelée par chaque administration successive depuis lors. Je ne fais pas partie de ceux qui affirment savoir avec certitude ce qu'il y a en Antarctique.
L'honnêteté intellectuelle exige de reconnaître les limites de ce qui peut être vérifié avec les informations disponibles. Mais je fais partie de ceux qui soutiennent que le silence systématique autour d'un continent entier mérite plus que de l'indifférence. Il mérite des questions. Il mérite une pression institutionnelle. Il mérite le regard soutenu de ceux qui ne sont pas prêts à accepter que le plus grand territoire relativement inexploré de la planète soit protégé par des accords internationaux uniques dans l'histoire, simplement parce qu'il fait très froid et qu'il n'y a rien d'intéressant là-bas. Richard Byrd a vu quelque chose. Ces hommes ont vu quelque chose. Certains de ces hommes ne sont pas revenus. 17 familles ont reçu des télégrammes qui n'expliquaient rien. Et le gouvernement qui les a envoyés n'a jamais expliqué avec des preuves vérifiables et publiques ce qu'ils ont trouvé pendant ces semaines de janvier et février 1947 qui justifiait l'annulation d'une opération multimillionnaire, l'hospitalisation de son commandant et le maintien du gros de la documentation secrète pendant près de 8 décennies. Les journaux de Byrd restent classifiés. Les photographies de High Jump restent classifiées. Les procès-verbaux des réunions à Bethesda restent classifiés. Les résultats complets de l'analyse du lac Vostok n'ont jamais été publiés dans leur totalité. Et le continent glacé où tout s'est passé reste, en pratique, un territoire interdit à toute exploration civile véritablement indépendante. Permettez-moi de conclure par quelque chose que Byrd lui-même a dit lors de cette conférence de presse à Valparaiso en mars 1947, devant des journalistes locaux qui ne pouvaient pas pleinement comprendre le poids de ce qu'ils entendaient. Il a dit qu'il existait des forces actives aux deux extrémités de la planète qui n'apparaissaient dans aucun modèle stratégique connu des forces armées d'aucune nation. Il a dit que ces forces avaient la capacité d'atteindre n'importe quel point du globe. Et il a dit que l'humanité devait se préparer à cette réalité. 79 ans plus tard, ces mots n'ont été ni expliqués, ni rétractés, ni contextualisés de manière satisfaisante par aucune autorité officielle. Ils ont simplement été ignorés. Et dans ce silence, maintenu pendant des décennies par les institutions les plus puissantes du monde, réside la question la plus importante à laquelle aucun média officiel n'est disposé à répondre. De quoi la marine la plus puissante de l'histoire fuyait-elle lorsqu'elle a abandonné l'Antarctique précipitamment, en plein été austral, laissant derrière elle ses bases, son équipement et 17 de ses hommes? Il y a quelque chose d'autre qui mérite d'être dit avant de conclure. Depuis 2017, le gouvernement des États-Unis a déclassifié des vidéos de son programme UAP, désormais connu sous le nom de phénomènes aériens non identifiés, filmés par des pilotes de la marine avec une technologie de vision thermique et de radar avancé. Ces vidéos montrent des objets effectuant exactement les manœuvres décrites en 1947 par les pilotes de la Task Force 68. Absence de signature thermique, accélération sans propulsion visible. Virage impossible à vitesse extrême. Le Pentagone a confirmé l'authenticité de ces vidéos. Il a créé un bureau spécifique pour leur analyse. Il a déclaré devant le Congrès que ces objets représentent un mystère réel que la technologie actuelle ne peut expliquer. Et pourtant, personne lors de ces auditions n'a posé la question évidente. Si nous voyons cela maintenant avec des caméras de dernière génération, qu'ont exactement vu les pilotes en 1947 de leurs propres yeux au-dessus de la glace antarctique? La question attend une réponse depuis 80 ans. Jusqu'à ce que cette information soit rendue publique, la seule réponse honnête est la suivante. Nous ne savons pas. Mais nous savons que quelqu'un sait, et nous savons qu'il a décidé pendant près de 8 décennies que nous ne devions pas le savoir.